Ça y est, maintenant que la tension est un peu descendue, on peut parler des sujets qui fâchent. Euh, donc, vous avez vu le titre, vous savez de quoi ça parle. C'est la première fois que je fais une vidéo pour donner mon avis sur un sujet sérieux. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et si ça vous intéresse, si la thématique vous intéresse, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si ça vous intéresse pas, je vous conseille de ne pas perdre votre temps avec cette vidéo. Donc, je ne vais pas vous détailler les injustices humiliantes que les Noirs subissent euh, parce que ça a déjà été assez fait par d'autres personnes et ça a été très bien fait. Et je vais plutôt vous faire réfléchir sur les problèmes qu'on a au sein même de notre communauté parce qu'on parle toujours des problèmes que les autres ont avec nous, mais on ne parle jamais des problèmes que nous, on a avec les autres ou que nous, on a avec nous-mêmes. Et en faisant ça, je pense que vous allez comprendre pourquoi je ne me suis pas reconnu dans le mouvement Black Lives Matter et pourquoi je pense que on a mal analysé le problème. Donc pour rappeler les faits, depuis l'assassinat de l'innocent George Floyd aux États-Unis, la communauté afro-américaine s'est mobilisée en masse pour manifester leur mécontentement. Rapidement, ils ont été suivis par le monde entier, globalement. Et j'approuve ça parce qu'on se devait de répondre face à cette injustice et face à cette violence qui nous vise. En France, dans la foulée, il y a une expertise qui a été faite qui est venue conforter l'hypothèse de la mort accidentelle d'Adama Traoré, un jeune homme qui a perdu la vie lors de son interpellation par 3 gendarmes en 2016. Ce timing a favorisé la mobilisation en masse de la population. L'analogie entre George Floyd et Adama Traoré étant facilement établie, il y a eu plus de 80 000 personnes qui ont participé à la manifestation à Paris, organisée par Assa, la sœur d'Adama Traoré. Cependant, moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir l'impression que la plupart des gens qui étaient présents n'étaient pas là à cause de l'injustice subie par Adama, mais pour celle subie par George Floyd. Sérieusement. Combien de rebondissements il y a eu depuis le début de l'affaire Adama Traoré? Où était toute cette foule? Combien de fois Assa Traoré a-t-elle encouragé la population à sortir pour rendre justice à son frère? Où était toute cette foule? L'affaire Adama, même à ses débuts, n'a pas réuni un quart de cette foule et le nombre a cessé de diminuer au fil du temps. Malgré la médiatisation de l'affaire en 2016, les gens n'ont pas accordé beaucoup d'importance. Donc on comprend donc que sans la mort de George Floyd, les foules ne seraient pas autant levées pour Adama Traoré. Et la preuve en est que dans d'autres pays, il n'y a pas eu de cas similaires à celui d'Adama Traoré, mais pourtant il y a eu des manifestations sans précédent. Donc pour moi, ces personnes, elles se sont servies de la mort d'Adama Traoré comme prétexte pour légitimer leur envie de se mobiliser pour l'Afro-Américain George Floyd. D'ailleurs, dans les manifestations ici à Paris et dans d'autres villes de France, il y a beaucoup de pancartes et de slogans qui étaient en anglais, peut-être pour être plus Instagrammable ou plus swag, ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, je ne viens pas sous-estimer le racisme systémique et son faire-valoir qu'est la police nationale. Parce que moi-même, je l'ai déjà vécu, euh, comme beaucoup de gens qui me ressemblent. Et les gens qui me connaissent peuvent en témoigner, mais je ne viens pas non plus décrédibiliser le travail pour que justice soit rendue à Adama. D'ailleurs, je rends hommage à sa sœur Assa, qui, pour sa détermination, mérite le plus grand respect. Et elle doit être un exemple pour nous tous, en particulier pour les femmes dans la communauté noire qui sont en cruel manque de modèles dans cette société qui leur montre que des bimbos excentriques comme exemple. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là où je veux en venir, c'est que tout le monde se mobilise parce que les États-Unis en fait se mobilisent et parce qu'on les suit dans tout ce qu'ils font. Si la famille Traoré peut en tirer profit pour donner la visibilité qu'elle mérite à l'injustice que leur fils Adama a subie, c'est tant mieux. Mais moi, je suis gêné que tout le monde s'imagine que les manifestations sont une protestation à l'oppression subie par les Noirs, alors qu'en réalité, c'est une réponse à l'oppression subie par les Afro-Américains, puisqu'il faut qu'une injustice ait lieu chez eux pour que tout le monde se mobilise subitement pour les Noirs. Pourtant, des injustices et des barbaries les plus sauvages ont lieu chaque jour contre notre peuple. Surtout sur le continent africain, il faut dire la vérité, mais quasiment personne ne réagit, et surtout pas nous-mêmes. Parce que l'Afrique, c'est pas très bankable, c'est pas très glamour, ni Instagrammable. Il n'y a pas de hashtag. Donc ça fait pas vendre
et on la néglige tous. Je suis, comme vous pouvez voir, d'origine camerounaise. Ça, c'est inspiré du ndop, le tissu traditionnel pour ceux qui connaissent. Et les gens comme moi, ils savent très bien les injustices qui se passent là-bas. Des militaires, enfin, on a vu les vidéos des militaires qui exécutent des femmes à bout portant avec leur bébé dans le dos, ou qui incendient des maisons dans lesquelles ils ont délibérément enfermé des familles. Et ces vidéos-là, on les a tous vues, c'est fait de la part de militaires, donc d'autorités comme la police. Et pourtant, on n'a pas été, enfin, on n'a pas manifesté notre mécontentement avec la même intensité que pour l'affaire George Floyd. Pour le génocide au Congo, c'est pareil, on est nombreux à être au courant. Pourtant, même si on commence de plus en plus à médiatiser cette affaire, on n'est pas autant sorti que pour George Floyd. Et on sait que ce génocide a fait probablement plus d'une dizaine de millions de morts, donc c'est énorme. On est nombreux à connaître les massacres au Soudan du Sud, au Mali, au Darfour, les milliers de victimes de Boko Haram, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, des Chebabs en Somalie, les victimes de l'esclavage en Mauritanie, l'emprisonnement systématique, voire l'exécution des opposants dans de nombreux pays africains, mais on n'en parle pas autour de nous. Du moins, on n'en parle pas plus que quand un blanc tue un noir aux États-Unis. Moi, je ne suis pas un expert en histoire africaine, mais je fais en sorte de m'y intéresser. Et les injustices qui se passent en Afrique et le pilotage des élites africaines par les puissances occidentales m'attristent plus que la souffrance des nôtres en Europe ou en Amérique. Parce que pour moi, c'est vraiment deux choses d'intensité différentes. Je pense qu'il n'y a pas que les dégâts humains bruts qui comptent. Je pense notamment au franc CFA. C'est une monnaie qui a un poids au développement des pays africains et une monnaie par le biais de laquelle la France s'enrichit sur le dos de l'Afrique. Et pourtant, c'est une monnaie qui a prospéré pendant plus de 60 ans dans notre silence, jusqu'à ce qu'il y a certains activistes qui encouragent la population à se mêler d'affaires qu'on avait tendance à attribuer que aux politiciens. Certains activistes comme Kemi Seba notamment. Donc, comment expliquer qu'il y a si peu de personnalités noires qui aient dénoncé son fonctionnement ou dénoncé les tueries ayant lieu dans leur pays d'origine, alors que tous s'insurgent et mettent un genou à terre pour les affaires et les injustices touchant la communauté afro-américaine. Pourtant, moi, je suis sûr que parmi les stars noires qu'on a, il y en a beaucoup qui sont au courant de ça, mais on ne les entend pas beaucoup. Et ce silence devant les souffrances africaines touche même les catastrophes naturelles. Je vous donne un exemple. En 2017, il y a eu l'ouragan Harvey qui a touché le Texas et qui a fait 90 morts. Et toutes les stars d'origine africaine ici en Europe, notamment les footballeurs que je suis sur les réseaux sociaux, ils se sont tous montrés solidaires des Américains en partageant le hashtag Pray for Houston. Mais dans la même semaine, pas la semaine d'après ni celle d'avant, dans la même semaine, vous irez vérifier. En Sierra Leone, il me semble que c'était, il y a eu un glissement de terrain qui a fait 500 morts et plus de 800 disparus. Donc, les disparus, on ne les a pas retrouvés. Donc c'est comme s'il y avait eu 1300 morts. Et pourtant, il y a eu un silence radio de la part des mêmes stars d'origine africaine qui partageaient la peine des Américains de Houston pour un ouragan qui a fait 90 morts. Donc ce jour-là, j'ai compris que les stars que nous, les Noirs, on a ici en Europe, c'est vraiment tous des salopes, désolé pour le mot. Et je suis déçu de voir si peu d'intérêt pour l'Afrique par rapport à l'Amérique de la part d'afro-descendants que nous sommes. Une des seules injustices sur le sol africain ayant dernièrement été médiatisée, c'est la recrudescence de l'esclavage en Libye en 2017. Et encore une fois, il a fallu que ce soit les Américains qui dénoncent cette injustice, notamment via la chaîne CNN, pour que tous les Noirs du monde s'insurgent avec leur tonton, l'oncle Sam. Donc cela nous montre que les afro-descendants d'Occident, nous avons un complexe d'infériorité par rapport aux Américains. Par rapport aux Américains, un complexe de supériorité par rapport à l'Afrique. Ce qui fait que parfois on la néglige. Or, à mon sens, tant que l'individu noir n'élèvera pas l'Afrique au plus haut rang partout dans le monde, l'individu noir servira de paillasson au reste de l'humanité et on bafouera sans cesse sa dignité. Et c'est là que réside le fond du problème.
En fait, c'est en nous, c'est pas forcément chez les autres le problème, c'est chez nous. On doit comprendre que lorsqu'on voit un noir lambda dans la rue, on ne peut pas savoir au premier abord s'il s'agit d'un Africain, d'un descendant d'immigrés africains, d'un Afro-Américain, Caribéen, pardon. On ne sait pas vraiment quel type de noir c'est, on voit juste un noir comme un autre. Et ce qu'on assimile systématiquement au noir, c'est l'Afrique. Donc par défaut, quand on voit un noir dans la rue, on voit un Africain. Or, tout le monde connaît la situation de l'Afrique. On sait qu'il y a beaucoup d'Afro-descendants aujourd'hui qui ne veulent pas retourner en Afrique pour X ou Y raison. Et sachant cela, il y a beaucoup de personnes de ces pays occidentaux qui, inconsciemment, dans leur subconscient, ont l'impression de rendre service à cet Africain dont je parle, en le tolérant sur leur territoire, puisqu'au final, ils se sentent bien gentils de l'accepter, de lui offrir un avenir meilleur que celui que lui offre son pays misérable qu'il a dû fuir d'ailleurs. Et la réaction n'est pas du tout la même pour un Américain, par exemple. D'ailleurs, si le noir en question, si on apprend que le noir en question est américain, ils verront les choses d'une manière différente. Cette fois-ci, l'accepter ne relève plus de la pitié, mais plutôt du privilège, je dirais. Parce que il est issu d'une élite et ses opportunités sont potentiellement meilleures dans son pays d'origine. Donc il leur rend service en travaillant chez eux, et donc il faut bien le traiter, sinon il ira faire le succès d'une autre boîte ou d'un autre pays ou d'une autre structure, alors on peut mépriser l'Africain avec son accent de brousse et le sous-payer. De toute façon, il ne rentrera pas chez lui parce que on demeure sa meilleure option. Et il faut que les gens prennent conscience que dans le subconscient des gens, à mon avis, c'est ça qui se passe. En réalité, tous les peuples, y compris les Afro-descendants, ils ont un complexe d'infériorité devant les Américains et un complexe de supériorité devant les Africains. Il n'y a qu'à voir la négrophobie en Chine après le déconfinement. Les Noirs étaient chassés de chez eux, on les empêchait d'accéder aux lieux publics, à l'exception des Afro-Américains qu'on traitait avec dignité dès lors qu'ils sortaient leur passeport. Pourtant, c'est entre guillemets la même race, ce qui nous montre que, étymologiquement parlant, le racisme est un faux ami, ce qui dépasse largement la notion de race ou d'appartenance ethnique et prend ses sources dans la notion de rapport de force. Le noir étant par défaut un Africain dans l'inconscient de la masse, l'Afrique étant gangrénée par la misère, on a tendance, par extension, à considérer les Africains comme des individus misérables. Cependant, lorsqu'on se rend compte que l'un d'eux fait partie d'une communauté puissante, on le traite avec la dignité qu'il mérite, comme nous le montre le cas chinois. En fait, l'être humain, moi je pense que c'est sa nature. L'être humain, il est égoïste et il juge l'autre par son apparence. Il en déduit le milieu d'où il vient et l'intérêt potentiel qu'il peut lui apporter. Je vous donne un exemple concret. Moi, quand je vais en stage, les matins je suis en stage à l'hôpital, j'entre dans l'ascenseur, je salue les gens. Il y a des gens qui me répondent en me saluant. Et il y a d'autres personnes qui me regardent même pas. C'est comme si elles ne m'entendaient pas. Et pourtant, dans la journée, quand on m'envoie à gauche ou à droite chercher des choses dans l'hôpital et que je suis en blouse, il suffit que je croise le regard de quelqu'un pour que la personne me salue directement et en premier. Parce qu'en civil, en fait, il voit un jeune comme un autre, potentiellement nuisible, mais en blouse blanche, il voit un cerveau, quelqu'un qui est respectable parce qu'il a fait certaines études, et voire même quelqu'un qui peut leur apporter un renseignement. Et ce sentiment de supériorité par rapport aux Africains et d'infériorité par rapport aux Américains, il se ressent aussi dans le langage. Moi, j'ai remarqué que quand quelqu'un, noir comme blanc d'ailleurs, peut me complimenter sur mon physique, on me dit que je ressemble à un Américain. Et les jours où je me néglige physiquement, on va dire, enfin, on va me traiter de blédard. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ce complexe, il est réel chez tout le monde. Et il nous fait nous prendre, nous les Noirs en Europe, pour des Afro-Américains et donner plus de valeur à la communauté noire d'Amérique qu'à celle d'Afrique. On partage leur joie, leur peine, plus que celle des Africains. Et ça, c'est injuste, parce qu'on est plus Africain qu'Américain. Enfin, on n'est pas du tout Américain. Il faut garder ça en tête. Et ceci, ça peut s'expliquer par le fait que les Afro-Américains, ils ont mieux réussi à s'imposer dans la culture occidentale que les Africains. L'Afro-Américain, c'est devenu un objet de mode, de convoitise, alors que l'Africain, pendant longtemps en Europe, il a un peu incarné le mépris et la ringardise. Même si c'est en train de changer, pour moi c'est une réalité, donc
C'est ça qui fait qu'il y a une partie des Noirs d'Europe qui ont renié l'identité de leurs parents pour préférer mettre en avant ou vanter une identité noire américaine qui n'est pas la leur. Et tout ça, c'est pas complexe parce que pour moi, je trouve que l'individu noir, de manière générale, il aime être populaire, cool, aimé. Il se voit que dans le paradigme des autres. Il aime parler la langue des autres, voir la spiritualité des autres, euh, vivre chez les autres, se fondre dans les masses étrangères. Et la plaie du noir, pour moi, c'est le désir de plaire à tout le monde, de souhaiter être cool et d'aimer se sentir aimé et flatté et toujours attendre des autres qui prennent part à nos combats. Et moi, c'est en cela que je m'identifie pas dans les revendications de Black Lives Matter, parce que pour moi, c'est devenu une mode, en fait, ou un swagisme, une mode à laquelle tout le monde est obligé d'adhérer pour prouver qu'on n'est pas raciste. Et le fait de vouloir rendre ça cool, ça a permis une récupération médiatique par les autorités, et c'est devenu la lutte de tout le monde au même niveau. J'ai l'impression que maintenant, la parole de n'importe qui commence à prévaloir de la même manière que la parole d'un autre. Et le système, de cette manière, il nous guide subtilement vers des objectifs qui les arrangent en nous convainquant qu'on veut certaines choses qu'à la base on ne voulait pas. Et les puissances, elles ont bien compris que nous, on aime plaire. Donc, elles nous caressent toujours dans le sens du poil et pour s'enrichir sur notre dos. Par exemple, en sortant plein de produits dérivés comme des coques de téléphone, des mugs, des porte-clés avec le signe du point levé, que nous, on va s'empresser d'aller acheter comme des cons, sans savoir d'où ça vient, juste parce que c'est cool, et que c'est hype et c'est à la mode. Sur Spotify, la dernière fois, on m'a proposé une playlist Black Lives Matter. Moi, ça m'a un peu révolté. C'est du n'importe quoi, c'est pas à eux de proposer ce genre de contenu. Et pour vous dire, même ici, dans cette ville, sur une affiche d'un rassemblement pour la cause Black Lives Matter, ils ont exigé un dress code. Déjà, ils exigent un dress code et US en plus. Comme si tous les Noirs étaient américains, mais comme si on allait à un showcase ou à une boom. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est des choses qui donnent même pas envie d'y aller, en fait. Et notre combat, il est sérieux. On doit pas rendre ça cool et tout public. Il y a ce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au manif juste pour être à la mode, pour poster sur Instagram. Et ça décrédibilise le combat. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est que j'ai vu plein de posts du genre ouais, comment tu peux aimer le rap et pas partager la mort de George Floyd? Ou bien comment tu peux sortir avec des personnes noires et pas sortir pour que la justice soit faite aux noirs? Donc c'était des coups de pression pour que les blancs ne prennent part au combat. Et premièrement, déjà, ceux qui jouent les intolérants avec ceux qui partagent pas la mort de George Floyd, est-ce qu'ils partagent les injustices qu'il y a dans leur propre pays d'origine? De deux, un partage, ça prouve rien. Tu peux partager un truc juste pour te donner un style, te donner un genre et justifier ton non-racisme. Ou le nouveau terme à la mode, maintenant, c'est l'antiracisme. Mais ça veut rien dire. Et troisièmement, ça, c'est des remarques de noirs faibles. J'insiste sur les mots noirs faibles, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui montrent qu'il y a beaucoup de noirs, même aujourd'hui en 2020, sont toujours là à forcer la main pour que les autres prennent part à leur combat. Et on n'a pas besoin de ça. C'est honteux. Et ça fait pitié. Et à vrai dire, même le slogan Black Lives Matter qu'on a rendu maintenant, qu'on a démocratisé, qu'on a rendu tout public, ça fait un peu pitié. Parce que comme Kémy Seba a dit, on est passé de Black Power à Black Lives Matter en mode eh oh, nos vies comptent aussi. Alors que ça, c'est quelque chose qui est évident. On n'a pas besoin de justifier qu'on est humain ou que nos vies comptent. C'est quelque chose de trivial, on le sait tous. Et le respect ne se demande pas, il s'impose. Beaucoup de ceux qui font du mal aux Noirs savent bien que leur vie compte. Et ceux qui ne savent pas que nos vies comptent, qui nous considèrent comme des animaux, je ne vais pas m'abaisser à aller les convaincre de l'importance de ma vie. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, on est dans une fausse argumentation avec ça. La lutte pour le respect est légitime, à mon sens, mais la méthode est mauvaise. On est en train de faire pitié au monde avec ce genre de remarques et ce genre de démarches. Et moi, je trouve qu'on retrouve ce phénomène qu'avec les Noirs. On est le seul à demander en permanence des journalistes noirs, des acteurs noirs, des ministres noirs, des députés noirs, des Miss France noirs, et j'en passe. Et le pire, c'est que souvent, on l'obtient un peu au forcing, mais les membres de notre communauté, de manière globale, restent
en bas de l'échelle sociale. Donc on se rend compte que ça sert à rien. Et cette mendicité de notre part, elle se trouve aussi dans le monde de la mode. Ces derniers temps, j'ai vu qu'il y a un challenge qui est à la mode sur les réseaux sociaux, c'est le Vogue Challenge. Et c'est un challenge qui a vu le jour en réponse au fait que la communauté noire ne se sent pas assez représentée dans les unes du magazine. Et donc pour changer la donne, les noirs ils se prennent en photo, ils font un montage et ils se mettent en magazine de Vogue. Et ça encore une fois, désolé, mais je trouve que c'est un challenge de noirs faibles, encore une fois. Parce que d'une, vous faites de la pub à un magazine que vous critiquez, donc pour moi c'est pas pertinent. De deux, s'ils n'ont pas envie de mettre des noirs en couverture, bah, ils mettent pas de noirs en couverture. Pourquoi s'en plaindre? C'est pas votre magazine, c'est pas le magazine à votre père, c'est pas vous qui avez créé le truc. Vous n'avez pas investi dedans ou quoi que ce soit. Donc ils vous doivent rien. Et moi je pense que si vous n'êtes pas content, le meilleur moyen euh, de dignité pour manifester votre mécontentement, c'est de boycotter le magazine, de faire votre propre magazine avec que des noirs en couverture, que des noirs à la rédaction et ce genre de choses. Et s'il y a d'autres personnes qui ressentaient le même malaise que vous en se sentant pas représentés par les unes de ce magazine, ben vous allez vendre le magazine pro-noir que vous ferez et ce sera un meilleur moyen de vous en sortir que de supplier les gens de vous accepter dans leur représentation. On n'entend pas les Chinois se victimiser H24 sur leur manque de visibilité dans le paysage médiatique. Parce que eux, ils ont leurs propres références, ils se suffisent à eux-mêmes. Leur communauté, elle est prospère parce qu'ils ne forcent pas l'acceptation. Les gens les aiment pas forcément, mais ils les respectent. Contrairement aux Noirs qu'on aime bien, mais qu'on méprise. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, je sais pas, qui préfèrent leur chien à leur patron. S'ils pouvaient sauver l'un des deux d'un incendie ou de la noyade, ils choisiraient leur chien. Et leur chien, il est représenté partout dans leur maison, il est même sur les photos de famille. Mais par contre, ils disent pas au patron où s'asseoir, ils disent pas au patron où chier, ils disent pas au patron où dormir, où manger, et lui tapotent pas le front quand le patron il est sage. Donc ils montrent plus de respect à leur patron. Voilà pourquoi les Noirs ils devraient arrêter de chercher à être aimés, mais plutôt chercher à être respectés. Je vous donne un autre exemple. Quand on t'invite pas en soirée, bah, soit tu restes chez toi, tu dors, soit tu fais ta propre soirée. Tu vas pas supplier la personne qui t'a pas invité de t'inviter. Parce que même si elle accepte, tu vas arriver là-bas et tu vas faire pitié à tout le monde. Mais les Noirs veulent toujours imposer leur présence chez les autres. Et c'est pour ça qu'on leur marche dessus, à mon avis. Parce qu'on accorde trop d'importance à ce que les autres font. Avec cette démarche, on n'existera jamais en tant que qu'entité à part entière. On sera totalement assimilé à ceux qui nous font croire que on est tous identiques et qu'on est tous pareils, au lieu de nous encourager à cultiver, à célébrer nos différences et de nous enrichir en apprenant à nous connaître les uns les autres. Pas forcément, enfin, je veux dire, on peut apprendre à se connaître les uns les autres, c'est une richesse. Et, on n'a pas forcément besoin de devenir tous pareils. Et ça, il faut que les gens comprennent aussi. Et ceux qui nous dirigent, moi, à mon avis, ils adorent entendre la victimisation des Noirs, qui supplient d'être assimilés à tous les niveaux aux non-noirs, enfin aux blancs en ce qui concerne la France. Euh, ils préfèrent ces gens-là que des gens qui retiennent les leçons des humiliations qu'ils ont subies et qui décident de s'organiser entre eux et de plus rien attendre des autorités et de s'autodéterminer. Le fait que les non-noirs se joignent pas aux manifestations, personnellement, moi je m'en fous. Le fait qu'ils s'excusent pour la colonisation que leurs ancêtres ont commis, ça aussi je m'en fous, franchement. Le fait qu'ils reconnaissent l'esclavage comme crime contre l'humanité, tant que moi je sais que c'en est un, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Sauf s'il y a une compensation financière, évidemment, là ça change la donne. Le fait qu'on déboulonne les statuts des esclavagistes, si c'est dans des terres noires, comme en Afrique ou aux Antilles, évidemment c'est une bonne chose. On ne va pas laisser des gens qui nous méprisent euh, euh, sur des statuts dans des pays où on vit. Mais en ce qui concerne la France métropolitaine, moi je suis pas dans cette optique-là. Parce que, en fait, c'est leur héros et c'est leur patrimoine. Et je me sens pas obligé d'aimer tous leurs héros. Par exemple, moi, j'aime pas du tout Charles de Gaulle à cause de tout le mal qu'il a fait en Afrique.
mais c'est un héros dans l'histoire française. C'est lui qui a libéré la France. Donc, raciste ou pas raciste, qui garde ses statuts, si ça peut permettre aux Noirs qui passent devant de se renseigner sur ce que ce monsieur a fait en Afrique, c'est déjà bon. Donc, il faut pas non plus être dans j'ai envie de dire, la démagogie. Et il faut garder à l'esprit que, en réalité, le système dans lequel on vit, c'est un système qui nous nuit énormément. D'une part, parce qu'on subit le racisme de manière récurrente et qu'on nous humilie, qu'on nous malmène, et d'autre part, parce qu'il y a des démagogues qui font tout pour atténuer notre colère et orienter notre révolte en flattant notre ego, en nous encourageant à nous présenter systématiquement en position victimaire et en prenant part à toutes nos luttes, toutes nos causes, dans le but de nous assimiler. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter. Macron, à l'image des adeptes de la bien-pensance, a encouragé le soutien à cette cause. Et cette récupération médiatique s'est faite dans le but d'éviter, comme lui-même l'a dit, que cette lutte prenne une dimension communautaire qui aurait pu orienter vers l'autodétermination, qui est un danger pour les intérêts des dirigeants de ce pays, qui aiment les Noirs faibles et dociles. Donc il valait mieux pour eux de les mettre dans leur poche et récupérer médiatiquement ces manifestations. Et cette démagogie, elle s'exprime de mille manières. Par exemple, avec une phrase qu'on a tous entendue, le racisme anti-blanc n'existe pas. Point. Pour moi, c'est une phrase typique de noir faible, encore une fois. Désolé pour ceux qui vont se sentir vexés. Mais à vrai dire, le racisme contre des minorités est systémique en France, qui est un pays historiquement blanc, donc où tous les hauts placés sont quasiment tous blancs. Donc le racisme anti-blanc au niveau institutionnel et systémique n'existe pas en France, ok, si on veut. Mais en ce qui concerne le racisme à un niveau individuel, ce racisme existe. Une des définitions du racisme, c'est de considérer une hiérarchie relative à l'appartenance raciale des individus, de stigmatiser quelqu'un par rapport à son appartenance ethnique. Donc cette définition, en fait, elle s'applique à tout le monde. Si on parle au niveau individuel entre deux personnes, certes, il est d'une ampleur réduite par rapport au racisme contre les minorités, même si j'aime pas ce terme, mais le racisme anti-blanc au niveau individuel, moi je pense qu'il existe, comme il existe pour tout le monde. Or, dans les vidéos et les articles, on lit souvent en gros titre, le racisme anti-blanc n'existe pas, point. Aucune nuance des propos, et si bien il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est une vérité absolue. Et ceux qui tentent de nuancer sont directement taxés d'extrême droite ou tous les mots qui finissent en "ist". Je vous donne un exemple. Si par exemple je joue au foot au quartier avec une majorité de personnes noires comme moi et je m'énerve contre un blanc peut-être qui est tout seul, qui est le seul blanc dans la partie, je mets un coup de tête en lui disant nique ta mère sale blanc, va t'enculer, par exemple, en parlant cru. Est-ce que c'est de la simple diffamation parce que je stipule qu'il est sale sans connaître son hygiène corporelle? Est-ce que c'est une simple intimidation sexuelle parce que j'ai dit que j'allais l'enculer? Moi, je pense pas. Ou est-ce que c'est une agression raciste? Est-ce que la victime, elle pourra se sentir stigmatisée suite à cette agression par rapport à sa couleur de peau? Est-ce qu'il y a un complexe qui peut naître par rapport à cette couleur? Ou la victime ne pourra-t-elle pas, suite à cette agression, se sentir, enfin, avoir un sentiment de honte auprès des habitants du quartier? Les réponses sont claires. Donc le racisme s'exprime quand la victime se sent heurtée et humiliée par un comportement en lien avec son appartenance raciale. Au niveau systémique, le blanc est plus puissant que le noir parce qu'il tient les rênes. Donc le racisme anti-blanc n'a pas de réelle signification, mais au niveau individuel, le blanc n'est pas plus fort que le noir. Et les rapports de force n'ont pas de rapport avec l'appartenance ethnique. Donc, dire pour moi que le racisme anti-blanc n'existe pas sans nuancer, ça revient à concéder que le blanc, par nature, est plus puissant que le noir. Et que le noir ne peut pas heurter le blanc par rapport à sa couleur de peau. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est dire que, en ce qui concerne les agressions à caractère racial,
un noir ne peut être que la victime d'un blanc, et pas l'inverse. Vous, si ce statut de victime éternelle vous convient, c'est bien pour vous. Mais moi, en tout cas, ça ne me convient pas. Moi, je sais que je ne suis pas la victime de quelqu'un. Pourquoi moi, noir, j'aurais plus de raisons qu'un blanc de me sentir atteint par une insulte sur ma couleur? Beaucoup d'entre vous diront à cause de l'esclavage, de la colonisation, ou de ce genre de choses. Et c'est avec ce genre de remarques qu'on comprend que les Noirs, ils retiennent surtout le mauvais passage de leur histoire. Et au final, parce qu'il faut dire la vérité, c'est surtout les Blancs qui nous apprennent notre histoire. Comment moi, Noir, comme tous les pharaons des 25 premières dynasties, fondateurs de la plus grande des civilisations en Égypte antique, je pourrais avoir honte de ma couleur? Comment moi, Noir, comme Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, je pourrais avoir honte de ma couleur? Ou bien comment moi, Noir, comme Shaka Zulu, le courageux Shaka Zulu, je pourrais avoir honte de mon appartenance ethnique? Et c'est avec ce genre de remarques, en fait, qu'on comprend que l'identité noire est par nature péjorative dans l'esprit de beaucoup de personnes, noires comme blanches d'ailleurs. Et ça explique beaucoup de choses, comme le fait que beaucoup de personnes préfèrent appeler les noirs blacks, et n'osant pas utiliser le mot noir comme s'il était par nature péjoratif, alors que pas du tout. Pour un noir qui connaît un peu son histoire, pas du tout. Mais les autres, dès qu'ils utilisent noir, ils pensent directement au racisme, esclavage, etc. Euh, j'ai pas plus de raison qu'un blanc d'avoir honte de ce que je suis. J'ai pas moins de raison qu'un blanc d'être fier de ce que je suis. La différence entre les Afro-Américains et nous, c'est que eux, on les a séparés de leur histoire qui précède l'esclavage de manière volontaire, alors que nous, on connaît une infime partie de l'histoire. Mais cette infime partie suffit à savoir que nos ancêtres n'étaient pas les victimes de qui que ce soit. Et il faut qu'on commence à porter la fierté de cette histoire au moins au même niveau que la douleur de l'esclavage et de la colonisation. Ça nous donnera la force d'arrêter de nous victimiser et le désir de renouer avec cette puissance-là. Donc je maintiens que le racisme d'un individu à un autre peut toucher n'importe qui, y compris les blancs, même s'il demeure plus anecdotique, on va dire. Mais dès qu'un blanc dit que le racisme anti-noir n'existe pas, euh, sans même prendre la peine de nuancer ses propos, il y a souvent beaucoup de noirs qui sont là pour l'applaudir, comme si il venait de leur faire un compliment, en mode oui, enfin un qui a compris, c'est un bon lui. Parce que encore une fois, vous aimez qu'on vous flatte, vous aimez qu'on aille systématiquement dans votre sens, mais ça vous rend docile et vous vous rendez pas compte. Et c'est par ce stratagème que la gauche bien pensante, elle nous fragilise en nous caressant toujours dans le sens du poil, quitte à nous mentir, parce que c'est des mensonges, en contraste avec la droite fasciste qui nous crache au visage à longueur de journée. Et moi, je marche avec aucun d'eux, et je ferai barrage non plus à aucun d'eux, parce qu'ils m'inspirent rien du tout. J'ai même entendu que le New York Times a décidé désormais d'écrire le mot black avec une majuscule et le mot white avec une minuscule. Et franchement, quand est-ce que vous allez carrément nous bouffer le cul? Enfin, je sais pas, franchement, c'est des trucs, c'est aberrant. Bientôt, ils vont dire que être un noir, ça vaut mieux qu'être un blanc. Je sais pas ce qu'ils vont raconter. Tout ça pour vous endormir. Mais c'est des trucs qui doivent pas marcher sur nous normalement. Et il faut que vous compreniez que tout ça, ça rentre dans un processus pour vous détourner des vraies problématiques et des revendications initiales, gagner votre sympathie, vous aliéner, vous uniformiser, vous assimiler et tuer votre identité. On se méfie déjà des fachos, mais il faut aussi qu'on commence maintenant à avoir la vivacité de se méfier des grands amis des Noirs qui instrumentalisent votre combat et sont prêts à déblatérer toutes sortes de bêtises pour vous flatter et avoir vos votes. Donc en conclusion, je dirais, cessez d'imposer aux autres d'ouvertement vous soutenir et de prendre part à vos causes. Cessez d'imposer votre présence dans ce qui crée, parce que ce sentiment de mise à l'écart de notre communauté ne doit pas nous forcer à encourager l'acceptation, de préciser que nos vies comptent, mais ça doit plutôt nous encourager à nous autodéterminer à faire nos choses
par nous-mêmes. Si on ne se sent pas représenté, ben, se sentir représenté dans quelque chose qu'on crée à notre image. Et soutenir ceux qui le font, au lieu de se moquer d'eux comme certains le font. Il faut commencer peut-être à avoir, enfin retrouver, je dirais plutôt, nos propres standards. Et ne pas prendre comme référence les autres, en pointant du doigt ce que eux ils font pas pour nous. Il faut qu'on commence à pointer du doigt ce que nous, on fait pas pour nous-mêmes. Et il faut comprendre que la solution, elle vient pas des autres, mais elle vient de nous-mêmes. Il y a une soixantaine d'années, il y a des Noirs qui demandaient une place égale aux Blancs à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, on manifeste toujours pour les mêmes choses. Et on demandera encore la même chose dans 60 ans. Si on ne comprend pas que le changement il doit venir de nous et qu'on doit réorienter nos objectifs plutôt vers l'autodétermination, à mon avis. Et enfin, je dirais, tournez-vous vers l'Afrique. On essaie de la mettre au centre de nos préoccupations. Parce que tant qu'on ne la placera pas en haut de notre estime, les autres ne vont pas nous estimer non plus. Nos réalités en France, à nous, les Afro-descendants, elles sont différentes de celles des Afro-Américains, qui sont totalement déracinés et qui n'ont pas vraiment d'autre choix. Alors que nous, une grande partie d'entre nous, on est ici parce que une famille africaine un jour a cotisé pour que l'un de leurs enfants puisse trouver ici des espoirs de vie meilleurs. Donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là que grâce à nous-mêmes. En fait, on est le fruit d'un investissement. Et tout investissement doit rapporter. Donc on ne peut pas les oublier, dans le sens d'oublier l'Afrique, et dire que ouais, en tant que Français, on n'a plus rien à voir avec l'Afrique. C'est en quelque sorte une trahison parce que en disant ça, on réagit comme si on n'était là que grâce à nous-mêmes. Alors qu'il y a une famille qui a serré la ceinture pour qu'on soit là. Mais on ne pense pas à eux. Et en tant qu'afro-descendants, je dirais que du coup, on a tous une certaine dette envers l'Afrique. Et on doit être la plus-value de l'investissement qui a été fait. Et donc chacun de nous doit garder l'Afrique dans un coin de sa tête et commencer à réfléchir dès maintenant à quelle action mener, grande ou petite, à distance ou sur place. Même une action minime est une action pour générer de l'activité et des perspectives d'avenir là-bas et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, à la renaissance de la dignité africaine, je dirais. Il y a chacun qui le font déjà. Il y a certaines personnes qui le font déjà et il faut les soutenir. Et je précise que œuvrer pour relever sa communauté dans la difficulté ne signifie pas détester ou narguer les autres. Donc on ne doit pas imiter ceux qui manifestent à l'excès leur origine juste pour être dans l'opposition avec les autres, mais on doit plutôt rester humble et, et je dirais discret, quoi. On ne doit pas prendre l'Amérique comme exemple, mais plutôt l'Afrique. Avoir des références africaines comme Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, Umnyobe, etc. Et il faut se détacher de l'effet de mode, du swagisme à l'américaine et le complexe d'infériorité qu'on a face à eux. Mais je souhaite quand même la justice, évidemment, pour Adama, pour George Floyd. Et bravo pour les mobilisations. Et j'espère que dorénavant, vous vous intéresserez autant aux thématiques africaines, voire même plus. Surtout pour les intolérants de ceux qui n'ont pas partagé Black Lives Matter. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et on ne doit pas devenir les Afro-Américains d'Europe. Mais il faut qu'on essaye de devenir, à mon avis, les Africains de demain. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que l'Afrique c'est l'avenir, mais personne veut faire les efforts qu'il faut. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter, surtout si vous êtes en désaccord. Partagez à ceux qui sont intéressés par la vidéo. Et comme on dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.